Pierre, merci d'être là. Merci surtout à Sarah, à Julien, d'avoir accepté de partager en fait ce que vous avez appris ces derniers temps, ces dernières années, en travaillant avec la méthode ShapeUp. Donc, on va rentrer dedans. Avant toute chose, je suis très content personnellement d'accueillir Evaneos, qui est très clairement une de mes scale-up préférées à Paris, en France, que je suis depuis maintenant 10 ans, un peu plus. Je m'intéresse beaucoup à ce que vous faites. Et Evaneos, bah, vous en parlerez mieux que moi, mais c'est une plateforme qui permet de créer ces voyages sur mesure. Je trouve ça fascinant. Je trouve que le modèle est incroyable. Et la story des fondeurs, encore plus, où je crois qu'il y a l'un des fondeurs qui a fait le tour du monde au début pour aller recruter des agences de voyage locales. Donc ça va, il y a pire comme, comme mission. Euh, donc voilà, il y a la vision aussi d'Evaneos de permettre un tourisme plus durable, plus authentique aussi. Ça que je partage complètement. Je trouve ça vraiment, vraiment canon. Il y a aussi la culture interne avec des locaux qui sont parmi clairement les plus beaux que j'ai visités à Paris, euh, qui invitent au voyage, qui embarquent, et puis les valeurs internes. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, il nous a paru important de mettre au-delà de tout ça, il nous a paru important de mettre en avant la méthode ShapeUp et comment vous l'avez mis en place, parce que depuis quelques temps, on parle beaucoup d'impact, de croissance et surtout de renta, et que cette méthode est venue un petit peu accompagner cette vision-là. Euh, du, euh, du, euh, j'ai le sentiment que c'est venu appuyer en fait ce besoin-là d'avoir beaucoup d'impact dans les décisions qu'on prend au produit, d'avoir beaucoup d'engagement aussi de la part des devs et des autres stakeholders, et d'avoir beaucoup de flexibilité aussi. Donc ça correspond à un changement de méthode, un changement de culture du travail au produit qui vous a vous frappé chez Evaneos, qui frappe énormément de monde. On entend beaucoup parler de ça autour de nous chez TPC. Et voilà pourquoi il nous a paru vraiment essentiel de faire un talk là-dessus. Donc, je vais vous laisser prendre la parole, Julien, Sarah, présenter ce que vous avez, enfin, présenter vous présenter Evaneos et nous faire votre retour. Et surtout, vous, côté participants, je vais vous laisser, en fait, mettre toutes vos remarques, poser toutes vos questions et on les prendra juste après. Let's go. Super, merci beaucoup Mehdi, merci pour l'intro. Donc, je me présente rapidement, donc Sarah Gouamier, moi je suis lead PM donc sur la partie B2C chez Evaneos depuis maintenant 2 ans. Je suis avec Julien. Ouais, enchanté. Merci Sarah, merci Mehdi. Donc moi je suis coach produit. J'ai eu la chance d'accompagner Sarah et son équipe il y a de ça peut-être un an maintenant. Donc ça fait un an qu'on se suit et qu'on parle pas mal shape-up. Et donc moi de mon côté j'accompagne Startup et Scale-up pour adopter les meilleures pratiques produits et ça inclut du shape-up. Donc on s'est dit ça serait pas mal de faire cette présentation à quatre mains et de vous faire d'un côté un peu les principes et des petits retours d'expérience de différentes implémentations et bien sûr la story Evaneos et comment ça les a aidés à donc maximiser la valeur de leurs initiatives. Allons-y. Euh, donc, on va passer brièvement sur l'agenda, mais vous verrez qu'on a un mix un petit peu donc de principes et de rex, avec à la fin une petite liste de questions pour vous à vous poser si vous souhaitez adopter ShapeUp. Beaucoup a déjà été dit sur Evaneos, mais Sarah, si tu veux en dire un Ouais, petit peu. ouais, tu as très bien introduit les choses déjà Mehdi, mais Evaneos, c'est une marketplace du coup qui permet de connecter des voyageurs, des gens qui ont envie de voyager, avec des agences de voyage locales, donc situées à destination, pour ensemble donc co-créer un voyage qui va être donc sur mesure, qui va être plus local, qui va être plus responsable à la fois des personnes, sur place et également de l'environnement. Ça fait 15 ans que Evaneos existe et
En quelques chiffres, aujourd'hui, du coup, on a 500 agences du coup locales. On a un réseau de 500 agences qui donc proposent 4500 itinéraires sur 150 destinations et on est présent sur 5 marchés européens. Côté équipe, on a 8 impact teams pluridisciplinaires et une équipe produit de 18 personnes. Et on cherche deux nouvelles personnes, du coup, on en parlera à la fin. Et on est splitté en fait sur deux parties. Donc la partie B2C, donc avec des produits comme le site public et l'application mobile, donc à destination des voyageurs. Et des outils qui sont donc côté B2B plutôt à destination de nos agences, de notre réseau d'agences locales pour les aider à faire le mieux possible leur travail, faciliter et apporter la meilleure expérience à nos voyageurs également. Voilà, et moi je me suis présenté très rapidement et donc j'ai collaboré avec Evaneos comme j'ai collaboré avec aussi beaucoup d'autres startups et de scale-up. Je suis coach produit depuis maintenant environ 3 ans, ancien leader produit en scale-up et entrepreneur avant ça. Euh, et donc voilà, mon créneau c'est l'adoption des best practices de la série A jusque Sky is the limit, nos compagnies, donc Evaneos, Punto, Welcome, Content Square et bien d'autres. Donc, pour commencer, ce qu'on vous propose en intro, c'était de revenir un petit peu sur les grands principes qui animent ShapeUp et qui sont derrière cette méthodologie pour juste un petit peu poser les bases. Et après, on va directement rentrer dans comment Evaneos a adopté la méthode. Donc, sur ces principes qui guident la méthode, le premier et le plus fort, ce sont ces contraintes qu'on amène dans l'organisation. C'est des contraintes principalement temporelles, notamment avec les notions de cycle et d'appétit, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Et ces contraintes, elles ont pour objectif de vous permettre, si vous les adoptez, de reprendre le contrôle sur votre capacité à livrer dans les temps. Ça, c'est un concept très important. Ça nous amène au deuxième principe, c'est que ShapeUp, c'est un gros focus sur la delivery et encore une fois sur délivrer à temps. Donc, c'est reprendre le contrôle sur ces délais de livraison. Et ça se fait tout au long de la méthode via en fait plusieurs outils d'identification et de réduction des risques à toutes les étapes, que ce soit de la phase de conception. Et là, on va parler des shapes, ou comment on essaye de répondre à un maximum de questions avant de rentrer dans le dur de la delivery, que ce soit en phase de planning, notamment à travers les contraintes temporelles dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le cycle, l'appétit, qui nous évite d'avoir des projets à rallonge, et cette phase de delivery à travers une collaboration très poussée, très tôt, entre tous les membres de l'équipe. Un troisième principe extrêmement important dans ShapeUp, qui repose un petit peu sur ce dernier point de collaboration, c'est des équipes très autonomes. On verra, ça a un impact sur les profils, sur en fait aussi la capacité d'une organisation à implémenter ShapeUp. On parle beaucoup d'empowerment dans le produit. Eh bien, ShapeUp, c'est vraiment ça. On a des équipes à qui on confie l'entière responsabilité d'une initiative de la définition de l'impact à la livraison de la solution. Et c'est elles qui organisent leur travail, gèrent leurs tâches, ajustent le périmètre en fonction effectivement de la progression et assurent et garantissent la livraison. Et le deuxième principe, qui est un petit peu moins évident, mais qui est derrière cette notion de bête qu'on retrouve dans le ShapeUp, on se dit en général, quand on approche ShapeUp, que cette notion de bête, elle est forcément liée à de l'impact, elle est liée à cette notion effectivement de parier pour gagner quelque chose. Alors c'est le cas si on prend la méthode dans un certain angle, mais originellement, c'est lié à cette notion de pas de backlog centralisé chez ShapeUp, puisque chez Basecamp, chaque département garde une liste de leurs demandes, de leurs souhaits, de ce qu'ils pensent que leurs clients veulent voir, avec le niveau de justification et d'insight approprié à chacun. Mais le produit, lui, ne maintient pas une liste centralisée de demandes. Et avant chaque cycle, en fait, l'équipe produit et tech va venir parcourir
les différentes listes et faire une sélection. Et c'est cette sélection qui est appelée les bêtes et les paris. Mais elle vient au départ du fait qu'il n'y ait pas de backlog centralisé. Côté, à partir de cette base, du coup, des grands principes que Julien a nommés, en fait, on est venu un petit peu tweaker la méthode chez Evaneos et parter certains ajouts, mais déjà un peu la genèse de pourquoi est-ce qu'on a choisi ShapeUp. En 15 ans, vous pouvez l'imaginer qu'il y a eu beaucoup d'évolutions d'orga et de méthodes. On a fait du Scrum, de la roadmap très top-down, créé des squads, des feature teams pluridisciplinaires, travailler avec des OKR jusqu'à arriver justement aux impact teams qu'on a aujourd'hui. ShapeUp est arrivé en fait à un moment où, suite à la crise Covid, où il y a eu donc un freeze de l'activité, il y a eu une reprise post-Covid des enjeux vraiment forts de croissance avec des ambitions très importantes a été décidé donc en mars 2022 d'introduire du coup cette méthodo sous l'impulsion de notre CTO, donc Olivier Madre, qui chapeautait à l'époque le produit, la tech et la data, et la Head of Product, donc Audrey Poulet à l'époque, qui ont en fait découvert un peu par hasard cette méthode qui offrait en fait une base assez pertinente pour régler différents pains qu'ils avaient pu observer au fur et à mesure des années, qui étaient donc notamment le besoin d'investir, s'assurer qu'on investissait sur les bons sujets. ShapeUp donne des contraintes qui sont assez fortes et qui permet justement de forcer à aller s'aligner et s'investir collectivement sur les sujets vont avoir de l'impact. S'assurer qu'on va livrer de la valeur régulièrement aux utilisateurs, ça c'était un point qui était extrêmement important. Donc quand on parle d'alignement long terme, c'était le point qui était très important, c'était de s'assurer qu'on pouvait livrer de la valeur et qu'on était ensemble alignés sur l'investissement aussi qu'on allait faire tous ensemble donner de la stabilité aux équipes et garantir évidemment le focus sur leur mission. Un des gros pains qu'il y avait à l'époque, c'est que le métier venait souvent avec ses priorités la vision produit et le travail de cette vision produit qui avait été posée, elle était toujours décalée, elle était toujours du coup dépriorisée au profit de actions un peu plus quick win, short term, qui avaient un impact plus direct du coup sur les investissements sur le business, qui étaient amenés, eux, plutôt par le métier. Donc, comment se réapproprier en fait aussi cette priorisation et garantir aux équipes leur focus sur leur mission et être capable justement de délivrer cette vision produit du coup qui tenait à cœur. Évidemment, pour le coup, à l'ensemble de l'entreprise, mais en particulier du coup côté R&D. Et donc, à la suite de ça, de donc, mars 2022, définition voilà, a été actée, du coup, cette mise en phase de ShapeUp. Et un des ajustements qui a été fait, des gros ajustements, ça a été d'adosser à cette notion d'appétit, donc d'investissement, de temps, d'effort d'équipe investi, la notion d'impact. Donc ça, c'était un élément qui était très important de se dire que on veut investir, du coup, mais au bon endroit. Et donc, on va mettre de l'effort, on va mettre des équipes, mais sur les bons sujets et on s'assure qu'on va mettre du coup sur les bons sujets les investissements et donc que l'ensemble de l'entreprise, voilà, tous ensemble, on s'aligne là-dessus. C'était une opportunité aussi d'avoir un aspect un peu plus data-driven, un peu plus héroïste et donc on a mis en place cette démarche un peu plus héroïste pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas un décalage entre la réalité des investissements et l'importance business réelle que contribuent du coup les équipes et le travail des équipes. Ouais, et là, j'ai juste rajouté rapidement quelque chose parce qu'en fait, le- ce qu'on veut faire dans cette présentation, c'est vous donner la différence un petit peu entre la méthode pour ce qu'elle est et comment en fait elle est adaptée, comment elle est
mise en place dans les entreprises, que si vous-même souhaitez ou considérez en fait l'utiliser, que vous soyez conscient de ce que vous pouvez trouver en fait by the book dans la méthode et de ce que des entreprises comme Evaneo sont faites pour le faire fonctionner, par exemple avec cette notion d'impact et en faire vraiment une méthodologie héroïste. Pour information, Basecamp à la base, c'est une entreprise qui n'a pas vraiment d'objectifs chiffrés. C'est une boîte à capitaux privés, rentable. Il y a un épisode d'ailleurs de l'Ennis Podcast avec le fondateur qui explique assez ça. Donc, cette notion d'impact, elle est un petit peu plus subjective. Donc, nous, dans nos environnements, cette adaptation, elle devient vraiment clé pour transformer la méthode en un outil héroïste. Attends, je change de slide. Complètement. Et alors, un autre ajustement, c'est sur, donc, dans la méthode ShapeUp, en fait, il n'y a pas de priorisation, enfin, de débat sur les shapes. Ça fait partie des choses qu'on va débattre, du coup, dans les betting tables, en fait. On investit aussi du temps et on priorise aussi les shapes. Et pour justement s'assurer que on comprend bien sur quoi est-ce qu'on va justement investir. Et la notion de shape, la discovery, elle est très large et elle peut inclure plein de choses. On a décidé de un peu splitter et définir les différents types de shapes qu'on pouvait amener. Et donc, on a défini trois grands types. Une partie donc, qui est vraiment exploratoire, sur laquelle on va aller creuser de nouvelles opportunités, on va aller collecter des insights sur une partie donc de notre OST sur lesquels on n'a pas d'infos, on a très peu de connaissances et on a envie de prendre du temps justement pour aller décortiquer et explorer cette partie-là de l'arbre. Deuxième format qui est plutôt conductif sur lequel là on va plutôt aller creuser un problème spécifique. Donc on a des insights, on a des pistes mais on n'a pas forcément toutes les infos sur ce problème, donc on va vouloir bien s'assurer de bien le comprendre et rapidement expérimenter des solutions, tester des choses. Et donc ça fait partie des gros axes aussi sur lesquels on assiste beaucoup chez Evaneos, de rapidement aller se confronter auprès de l'utilisateur pour tester des choses et avoir des learnings rapidement et itérer. Et troisième type de shape qui sont les shapes plutôt techniques, où là on va aller voilà, tester des choses techniquement, évaluer, explorer, préparer, voilà, tous les aspects techniques de manière à ce que on soit robuste après sur la partie délivrée. Voilà. Et maintenant, on propose de rentrer un petit peu plus composant par composant dans la méthode, toujours avec un petit peu cette mise en perspective des principes avec l'adaptation. Sachez que moi, pour l'avoir implémenté dans plusieurs organisations, et notamment à travers les deux ajouts qu'a fait Evaneo, c'est que d'autres entreprises sont obligées de faire, on adopte rarement by the book la méthode, et que c'est aussi là tout l'intérêt de le mélanger avec votre culture et, euh, et votre façon de faire. Donc, on a beaucoup parlé de contraintes temporelles, de contraintes tout court d'ailleurs. Et la première en fait contrainte au niveau planning, c'est celle des cycles. La définition que donne Basecamp, c'est qu'un cycle doit être suffisamment long pour construire quelque chose de significatif, mais aussi suffisamment court pour que toute l'équipe puisse en voir la fin. Chez eux, c'est 6 semaines. Ça a d'ailleurs été le sujet de plusieurs expérimentations. Euh, et donc chez Evaneos, Et donc chez Evaneos, au départ, on a mis en place du cycle de 8 semaines, parce qu'on était au temps partiel, enfin au chômage partiel, donc on avait eu 4 jours travaillés par semaine. Très vite, assez vite, on s'est rendu compte que, il y avait beaucoup de sujets qui étaient pris en parallèle. Le fait d'avoir autant de temps, finalement, faisait que beaucoup de sujets étaient pris, s'étaler ensuite sur plusieurs cycles. Donc, on avait du mal à tacler les sujets et à voilà, clore certains sujets. Depuis janvier, on a donc raccourci ces cycles. On est sur 6 semaines et nous, on fait la semaine de voilà, 4,5 jours. On a la semaine compressée. Clairement, on voit une nette amélioration justement du focus et la capacité à finir les sujets, à respecter l'engagement du coup, d'un cycle à un autre, vraiment avoir cranté, on va dire, par rapport à l'objectif et la mission de l'équipe. ok. Deuxième composant qui est souvent, Sarah, je pense que tu confirmeras, le plus disruptif, puisque là, un changement de paradigme pour les équipes voilà, qui est souvent un peu brutal, c'est de passer de l'estimation à l'appétit.
Alors, c'est un exercice, si on essaye de l'expliquer simplement, il y a plein de gens qui font beaucoup de métaphores avec l'appétit physique, le fait de manger le bon plat au bon moment, des choses comme ça. Si on le rapproche à l'impact, il y a aussi cette notion d'investissement qui fonctionne très bien. Votre appétit, c'est votre investissement. La grosse différence avec l'estimation, c'est que l'estimation, c'est une résultante, c'est-à-dire que vous définissez la tâche et ensuite vous estimez combien de temps et cela va prendre de l'exécuter. Et en fait, avec la notion d'appétit, en fait, on se timebox en amont. On vient se dire quel temps je veux dédier à cette tâche. Et donc, en fait, l'appétit devient une contrainte amont qui va impacter la définition de la solution. Exactement, et c'est une notion qui est très difficile à appréhender. Évidemment, voilà, le réflexe, ça va être de faire une estimation de l'effort, notamment côté tech, pour voilà, produire une tâche définie. Là, non, on veut vraiment se donner cette voilà, notion d'investissement, combien de temps on veut investir, combien de temps d'effort on veut investir sur ce sujet, et sans parler de solution. C'est-à-dire que on ne sait pas voilà, combien d'efforts, de temps on va avoir pour réaliser une tâche, on ne sait pas quelle tâche exactement. On a un objectif et on s'alloue voilà, on s'alloue un effort, du coup, un investissement sur ce sujet-là. Un des points qui a été important, ça a été, bah, et c'est toujours le cas, de faire justement beaucoup de pédagogie là-dessus pour sortir de ce réflexe d'estimation d'une tâche et casser également bah, un peu les silos qu'il pouvait y avoir entre tech, produit, data, vraiment penser à l'effort d'équipe globale et penser aussi, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment penser effort, shape, build ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait aussi jusqu'à peu encore une notion que les shapes, comme c'était de la discovery, c'était finalement le produit, la charge du produit versus les build delivery qui étaient plutôt bah, côté tech. Alors que en fait, bah, les shapes, quand on va expérimenter, on a besoin des techs, on a besoin de la data, donc on a besoin de l'effort de toute l'équipe. Donc plutôt voilà, raisonner sur un effort global et casser un peu ces silos. Euh, un- L'intérêt, là, c'est aussi de se donner bah, justement une limite. Parfois, des sujets, oui, on pourrait consacrer énormément de temps. Là, on se donne un temps imparti, un objectif clair. Et on voit bah, la prochaine betting table, au prochain cycle, est-ce qu'on a envie de réinvestir du temps là-dessus ou pas? Et ça permet justement de pouvoir aussi itérer facilement et de pivoter. Et ça, c'est un des points sur lesquels on a pas mal évolué, notamment cette année. On avait tendance à réinvestir justement facilement d'un cycle à un autre parce que bah, quand on a commencé quelque chose, on a envie de tirer le fil jusqu'au bout. Et depuis cette année, on pivote beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a des sujets sur lesquels on avait des grosses hypothèses à tester. On n'était pas du tout sûr de l'impact que ça pourrait avoir. Et là, il y a des équipes qui ont shifté par rapport à leurs priorités parce que justement, bah, l'impact est pas au rendez-vous. Et elles ont, pour le coup, d'autres sujets sur lesquels il y a un impact plus intéressant à aller chercher. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut s'autoriser plus facilement aussi avec cette notion d'appétit. Hum. Et deux éléments sur l'appétit également, c'est que cette shape-up a cette notion de circuit breaker qui revient un petit peu à ce que vous adoptez aujourd'hui, Sarah, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à compléter dans l'appétit, décider une initiative, eh bien cette initiative est abandonnée. C'est violent, c'est difficile à adopter comme concept, mais c'est le choix que eux ils ont fait pour avoir vraiment un hard stop et se dire voilà l'appétit est une notion importante. Et le deuxième point à prendre en compte, c'est que Basecamp, donc qui a défini cette méthode, eux ils fonctionnent avec des toutes petites équipes qui fonctionnent en trio parfait. C'est un développeur, un designer, un PM ou des fois deux développeurs. Et donc cette notion d'appétit, elle est, on va dire, égale entre les membres et donc beaucoup plus facile à diviser. Dans la vraie vie, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc c'est une notion vraiment pas facile forcément à mettre en place.
Et là-dessus, peut-être juste pour rebondir, parce que je vois qu'il y a aussi des questions sur les silos. En fait, on a vraiment un logique, on appelle ça un peu le product orchestra, mais de le PM, l'EM, le product designer, le data analyst et l'expert business, on a ça dans toutes nos impact teams, sont vraiment responsables de voilà, enfin, travaillent ensemble la stratégie et notamment le binôme EM Tech, enfin, EM, pardon, PM est vraiment le moteur en fait de l'équipe et il doit y avoir un alignement très fort pour justement valider ses appétits, valider la priorisation. Donc il y a vraiment un cœur du réacteur et après évidemment l'ensemble de l'équipe et le reste des développeurs est inclus. Mais je pense que c'est très important d'avoir un noyau fort et du coup de ces profils pour réussir à s'aligner sur cette notion d'appétit. Yes, nous en arrivons au betting table. Alors, euh, c'est ce fameux moment où on fait cette sélection, où on fait ce choix de bet. Donc, avec backlog centralisé ou pas, hein, moi je vous donnais le background en fait de d'où venait ce concept de bet et comment Basecamp le faisait le choix. C'est pas le cas. Rien n'est obligatoire quand on adopte la méthode ou partie de la méthode. Mais donc ici, l'idée, c'est donc entre les cycles, hein, si on parle de cycle de 6 ou 8 semaines, c'est hors cette période de cool-down qu'on définira juste après, eh bien, l'équipe prend un petit peu de temps pour justement sélectionner les demandes sur lesquelles elle souhaite passer du temps, elle souhaite dépenser leur appétit dans le prochain cycle. Exactement, et donc ça c'est un format du coup, enfin ça a été très vite adopté en fait dès la deuxième betting table. Tout le monde, voilà, l'entreprise s'est dit que plus jamais revenir à un ancien format. Depuis il y a eu beaucoup d'itérations, donc nous on est parti sur un format où on avait énormément de participants dont les deux du coup co-CEO, beaucoup de stakeholders également, qui avaient donc tout ce monde des niveaux de connaissances très diverses, d'expertise très diverses, et on pouvait très vite tomber dans des questions micro. Ça demandait énormément de travail aux équipes pour arriver avec des éléments de la formalisation qui permettent à ce que tout le monde puisse comprendre le contexte, donc beaucoup de contextualisation, beaucoup de formalisation en amont, de préparation pour permettre à tous ces participants de comprendre de quoi il s'agissait, d'avoir le bon niveau justement de connaissances et finalement aussi très difficile d'avoir les bonnes discussions, les bons débats parce que plus on est nombreux dans une réunion, plus c'est difficile d'animer tout ça. Et un template aussi Notion, on utilise Notion au quotidien, un template qui était très lourd, beaucoup de critères à remplir, beaucoup d'éléments, et ça demandait un gros investissement en fait aux équipes, notamment côté PM. Il y avait vraiment un gros investissement pour réaliser ce document-là. Et derrière, du coup, forcément, c'était difficile, plus difficile d'aller challenger, changer les choses. Donc, quand en séance, on décidait de bifurquer, de prioriser d'autres sujets, c'était d'autant plus difficile qu'ils avaient passé beaucoup de temps à préparer. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on s'est retrouvé à faire des pré-betting tables et des réunions où on préparait. Et en fait, les betting tables étaient plus un endroit de validation. Donc, on perdait complètement le sens de la betting table originelle qui est d'avoir un vrai débat, de parler de la stratégie, de parler macro, de pas aller dans le détail de comment on va faire, mais plutôt de sur quoi on veut travailler, sur quel sujet et combien de temps on va investir dessus. Et ça, on a réussi à le retrouver en itérant pas mal de fois. Et la dernière itération, là, on a vraiment voilà, limité depuis cette année le nombre de participants. Donc, on a plus les co-CEO. On a toujours quand même donc notre CTO et CPO également présents, donc on a quand même des membres du CODIR, mais donc plus les deux CEO, beaucoup moins de stakeholders. En fait, on a simplement maintenant les gens qui sont vraiment liés à la mission de l'équipe, qui sont participants, qui travaillent activement avec l'équipe, et ce qui permet d'avoir un bon niveau de discussion. Le template aussi a été radicalement simplifié. On a enlevé plein de critères du coup qui posaient question ou qui n'étaient pas remplis. On a simplifié au maximum pour qu'il y ait
peu d'investissement en fait sur la partie formalisation et qu'on puisse justement bifurquer et pivoter beaucoup plus facilement, que ce soit moins painful, justement pour l'équipe derrière d'être challengé sur sa proposition. Et on a un pré-read obligatoire, c'est-à-dire que ce qui était pas le cas, enfin en tout cas pas fait par tout le monde avant. Là, absolument tous les participants ont lu le document en amont, ce qui fait qu'on a un vrai bon niveau de discussion à la fin, voilà, on a un vrai moment de débat et on ressort avec des next steps et un alignement clair pour permettre à l'équipe de s'engager sur son cycle sereinement. Et dans les modifications qu'on a faites, je ne vais pas partager tout le template, mais un des éléments qui a été important justement pour assurer le focus des équipes sur les sujets et que l'équipe puisse présenter sa stratégie et sur quoi elle veut se commit, ça a été de définir, de rajouter un peu ces deux notions, une notion autour de l'objectif principal pour le cycle. Donc, qu'est-ce qu'on veut avoir terminé à la fin du cycle? Où est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on va avoir fini et qu'est-ce que ça entraîne aussi pour la suite. Parce que ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que cet élément va déclencher aussi et si on tire le trait, voilà, qu'est-ce que ça nous amène par rapport à la mission de l'équipe et à son objectif. Et également d'avoir, donc ça c'est vraiment le focus principal et des challenges, des enjeux clés et un maximum de trois. Donc là aussi, il y avait un enjeu de réduire et d'avoir un focus des équipes, d'éviter d'avoir plein de sujets du coup différents, mais de se concentrer sur des enjeux clés et un maximum de trois dans lesquels on va définir à l'échelle de l'enjeu une estimation d'impact qui est plus facile à estimer qu'à l'échelle parfois d'un pitch, d'un shape ou d'un build. Donc à l'échelle de l'enjeu, on va essayer d'estimer justement cet impact, quel KPI on veut toucher et l'impact potentiel, l'appétit, donc combien de temps, d'efforts de l'équipe on va investir, et les pitchs qui vont être attachés. Donc à un enjeu, il peut y avoir un build, un shape, voilà, ou plusieurs builds, plusieurs shapes en fonction de ce que l'équipe aura identifié. Et aujourd'hui, nous, l'appétit minimum, parce que je voyais la question sur les shapes et les builds, c'est une semaine. Et au maximum, c'est 6 semaines, voilà, parce que voilà, pour que ce soit plus simple aussi, on parle en nombre de semaines pour éviter de trop découper aussi les investissements. Donc, si on rentre un petit peu plus, je vois beaucoup de questions, il y en a plein de pertinentes. On essaiera d'y répondre après, histoire de dérouler la présentation. Euh, donc, sur le shape, faire un petit peu le focus sur cette partie un petit peu donc, de discovery de l'espace, des solutions et des opportunités avec les modifications qu'a apporté Evaneos. Basecamp, by the book, ils sont très focus sur cet espace des solutions. Donc, c'est ce dérisking un petit peu de la solution qu'on souhaite mettre en place. Et il y a un vrai sujet aussi sur la definition of ready en fin de shape, qui est une adaptation quasi obligatoire en fonction des différentes organisations, des équipes et de ce qu'on souhaite faire. ShapeUp promeut pardon, fait la promotion d'un niveau d'abstraction, euh, on va dire, assez élevé. Leur rationnel, c'est d'avoir un équilibre entre être suffisamment précis pour permettre à l'équipe de bien comprendre les contraintes, tout en restant suffisamment vague pour permettre à l'équipe de rester créative en phase de build. Et ça dépend vraiment de où est-ce qu'on met et de ce qu'on met dans la definition of ready. Exactement. Et donc cette notion de definition of ready et donc cette notion aussi de output, qu'est-ce qu'on veut avoir à l'issue. Ça, c'est un élément qu'on a rajouté du coup qui était important pour nous d'avoir dans les pitchs de shape, de se dire bah voilà, on a nos différents types de shape. Donc un exploratoire, on va vouloir élargir du coup notre arbre d'opportunité. Un conductif, on va vouloir creuser une problématique spécifique, donc on va vouloir valider des hypothèses. Et donc, concrètement, en output, l'output d'un shape conductif, ça va être on veut avoir validé telle et telle hypothèse à la fin de ce shape. Et d'un point de vue technique, ça va être voilà,
un shape technique, ben voilà, on veut avoir une documentation qui permet de répondre à cet enjeu technique qu'on a, valider telle question qu'on a sur cette partie-là. Et ça, cette notion d'output, elle est vraiment importante parce qu'elle permet de définir un cadre, de se donner un objectif. À l'issue de ce shape, voilà typiquement les hypothèses qu'on aura validées, qu'on aura testées. Euh, mais sans parler du comment. Donc ça, c'était aussi important pour nous de ne pas rentrer dans du micro. Et on fait vraiment attention à ça, de ne pas parler de méthode, de comment l'équipe, elle va aborder, quelle méthode de discovery elle va faire. Ça, c'est son ownership. C'est après de définir, une fois qu'on a validé l'investissement sur ce sujet, on a validé que l'équipe allait travailler sur ce sujet. Après, c'est en kick-off, pendant son cycle, qu'elle va définir quelles sont les meilleures méthodes à utiliser pour tacler ce problème. Et donc, après le shape, on passe en phase de build. Donc là, on rentre dans la delivery, dans le dur. Sa phase de build peut inclure une phase de spécification, de finition, de définition en fait, de la solution. Les deux grands principes qui accompagnent le shape-up sur cette phase-là sont en fait le fait de bien sûr produire dans l'appétit imparti, ce qui peut vouloir dire aussi de revoir le scope en cours de phase. Ça, on en reparlera notamment rapidement à travers le concept de scope hammering. Et également de donner de la visibilité. On parle beaucoup d'autonomisation des équipes. J'ai vu passer des commentaires sur la seniorité des rôles et c'est des bons commentaires. Ce qui est important quand on donne de l'autonomie, c'est bien sûr de rendre de la visibilité. Et là-dessus, donc le build, ça va être vraiment l'industrialisation de la solution et ça va être en général un peu la résultante du coup aussi de ce qu'on a pu découvrir et travailler du coup tester en shape. Un des points importants pour nous, ça a été vraiment que ça nous a permis vraiment d'améliorer notre capacité à délivrer de la valeur de manière régulière. Le fait de pouvoir prioriser et que l'équipe ait aussi ce focus à chaque cycle, on a un enjeu de délivrer de la valeur et de build des incréments de valeur. Ça a permis du coup petit à petit de s'améliorer sur cette partie-là. Et aujourd'hui, on a deux types de build. On a du coup voilà, vraiment des nouveaux incréments de valeur, donc des nouvelles fonctionnalités, et une partie plus refacto sur laquelle voilà, on fait vraiment l'attention, c'est-à-dire qu'on teste beaucoup, beaucoup de choses pendant les shapes, mais c'est très important de investir du temps pour justement industrialiser de matière forte ou retravailler des éléments, des parties de fonctionnalité sur lesquelles voilà, on est peut-être allé vite à un moment donné et on sait qu'on veut, on a besoin de prendre le temps pour s'assurer qu'on garde une code base saine et qu'on garde un bon niveau de qualité sur l'ensemble de notre produit. Ça, c'est un élément qui est très important qui permet justement, côté shape, d'aller explorer plein de choses. Et au moment où on passe du build, on est tous alignés sur le fait qu'on va investir du temps pour recoder cette expérience, enfin vraiment développer, l'industrialiser et avoir une base saine. C'est un de nos gros atouts, nous, chez Evaneos, d'avoir très peu de bugs et très peu de... et ça, c'est quelque chose sur lequel on veut continuer à capitaliser. Et pour ça, la méthode nous donne justement un espace pour s'assurer que on prend le temps justement de garder cette qualité. Ouais, juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sarah, puisque c'est important dans Shape Up, c'est mentionné également de dire que done, ça veut dire released, et que release, ça veut dire tested et QA fait. Et je vais passer un commentaire là-dessus aussi, ça veut dire aussi, côté marketing, être prêt. Ouais, Ça fait bien sûr partie de la phase de build et du cycle, tout à fait. le cycle development et la mise à jour des collatéraux. Voilà, un petit schéma pour résumer un peu comment on fonctionne. On a donc un pitch global qui, du coup, va contenir enfin, voilà, un template BT global qui va contenir des pitch shape, build avec les différents types que je vous ai expliqués avant. Encore plein de bonnes questions. Juste rapidement, donc les cooldowns.
Donc ces phases entre les cycles, hein, donc cycle pour rappel, 6 ou 8 semaines, ou ce que vous pensez être le mieux pour votre organisation, bien entre chacun de ces cycles, on s'octroie là, dans ce cas-là, 2 semaines où l'équipe est moins sous pression, on n'a pas forcément cette contrainte justement d'appétit, de terminer dans les temps. Et c'est utilisé différemment dans toutes les organisations. Basecamp, ils l'utilisent pour plutôt corriger des bugs, explorer de nouvelles idées. Les équipes sont libres de faire un petit peu leur choix là-dedans. Et bien sûr, préparer les prochains bets, donc préparer et conduire la betting table pour le prochain cycle. Et donc, on a divisé un peu en deux parties cette cooldown. On a une première semaine, on va vraiment finaliser le cycle. Donc, c'est là où on a les betting tables, c'est là où on a les rétros d'équipe, des démos aussi. C'est très important d'avoir vraiment un temps de célébration également. On va cleaner un peu la doc, voilà. Côté tech, on a un backlog du coup de support et ils vont aller dépiler justement des tickets à ce moment-là. Et la semaine 2 on split par expertise, donc on appelle ça les chapters. Et là, du coup, dans chaque expertise, on va aller travailler sur de l'harmonisation de pratique, de la formation, prendre un peu de recul en fait sur tous les cycles justement et sortir un petit peu de cette partie-là. L'enjeu, c'est aussi de recharger les batteries avant de se replonger dans un nouveau cycle. Donc côté produit, c'est pas encore parfait cette partie-là. C'est assez récent qu'on a lancé cette partie de chapter, mais c'est un des moments qui est vraiment important pour justement un peu prendre du recul et éviter d'être en flux continu et voilà, garder une bonne énergie du coup pour démarrer le prochain cycle. Et on voulait vous mettre aussi rapidement le reste des d'autres composants en fait de la méthode qui peuvent être adoptés, qui sont plus focus delivery. Donc là, c'est un rapide overview. Je vais juste vous en citer deux. Donc je vous ai déjà parlé du circuit breaker. On pourra revenir sur ces éléments en fin de présentation si on a du temps. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment intéressant pour vous permettre de reprendre le contrôle sur la delivery. Il y en a un, c'est le Get One Piece Done. On parlait d'empowerment et de visibilité. Eh bien, le fait d'essayer de livrer des unités de valeur fonctionnelle au fur et à mesure, c'est quelque chose qui aide vraiment, notamment s'assurer que plus on progresse, et bien plus on est capable de livrer et que on donne de la visibilité aussi sur ce qui est fait. Ou également le scope hammering, qui est là la capacité que l'équipe a au fur et à mesure de ses progrès, encore une fois, de se dire attention, on va peut-être pas finir dans l'appétit, qu'est-ce qu'on peut enlever, comment on peut faire les choses différemment, c'est-à-dire de revoir un petit peu le scope au fur et à mesure. Voilà, plein de bons outils, plein de bons concepts ici à explorer avec la méthode si vous le souhaitez y regarder. Et oui, il y a beaucoup de questions. J'essaie de essayer un tout petit peu d'y répondre, mais il y a beaucoup de questions en parallèle. Si on revient un petit peu sur les bases, en fait, je pense que c'est très important de qu'est-ce qui a permis à Evaneos d'implémenter sereinement et que ShapeUp réussisse et que ça fonctionne chez nous. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour de la culture d'entreprise déjà où on avait un terreau qui était vraiment favorable avec une impulsion d'un no founder, Yvan Vibo, qui avait instauré et impulsé cette notion d'entreprise libérée. Déjà un terreau fertile sur la confiance, l'autonomisation des équipes, l'empowerment des équipes puisque c'était quelque chose qui était porté de manière très forte par un de nos fondeurs. Donc forcément, ça se rejaillissait du coup dans l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est un terreau qui est, je pense, vraiment la base, cette base de confiance et garantir justement l'autonomie. Laisser les équipes autonomes et leur donner la capacité aussi de faire des choix. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà présents avant de mettre en place ShapeUp, des choses qui avaient été faites justement sur la base notamment là, des OKR. En fait, on avait déjà des équipes qui étaient pluridisciplinaires et déjà très autonomes sur lesquelles en fait il y avait un objectif de BV et derrière il avait été décidé
comment est-ce que vous faites? On n'a plus de roadmap maintenant, on a un objectif simplement de BV, comment vous organisez? Et de là avait été voilà, défini des OKR et différentes du coup, équipes. Et donc, on avait ce terreau, je pense, vraiment qui est extrêmement important pour pouvoir déjà faire fonctionner correctement la méthode Shape-Up. Et donc, voilà, cette impulsion, on l'a toujours et cette confiance, on l'a encore aujourd'hui. Un deuxième point qui est évidemment les compétences, vous en avez parlé, enfin, exprimé dans les commentaires. Mais oui, il faut des profils confirmés. En fait, ça, c'est pour le coup un learning. C'était pas forcément pour le coup la base qu'on avait, notamment côté produit, où on avait pas mal de profils juniors. Et il y a eu une réalité, on s'est voilà, rendu compte que ça ne fonctionnait pas. On avait besoin de profils qui étaient quand même assez seniors. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec la méthodologie met le produit au cœur, au centre de la strate donne une très forte visibilité justement aux équipes et en particulier aux PM. Et donc dans les betting tables, on est face à des membres du CODIR, donc c'est quand même, ça demande justement un niveau, une certaine maîtrise et de compétences. Très bonne compréhension des enjeux quand on parle d'investissement, de estimation d'impact. Ça nécessite d'avoir bien compris les KPI et les enjeux business au global. Capacité à identifier des opportunités dans un scope large. Il y a une mission d'équipe, une North Star qui est définie et derrière, les opportunités, il faut aller les identifier, il faut aller les creuser. C'est nager dans l'incertitude, c'est être capable de justement pivoter. Et ça demande quand même un certain niveau d'expertise, de seniorité, d'expérience en tout cas dans le domaine, et une capacité à itérer, expérimenter, se challenger. Voilà, les betting tables, c'est vraiment un moment de débat. Donc l'équipe vient avec une proposition, mais à la fin, il peut y avoir, on peut avoir complètement rebattu les cartes, donc être capable justement d'aller challenger ça même au cours du cycle, d'aller itérer quand on se rend compte que ça fonctionne pas, d'aller voilà, expérimenter et sortir de sa zone de confort. Voilà. L'autonomie qu'on laisse, forcément, le revers, c'est que forcément, voilà, on demande, il y a une exigence qui est très forte du coup sur les profils, et notamment, on va dire, côté PM et EM, où on a besoin d'avoir une certaine seniorité, quoi. Donc, nous, chez nous, maintenant, moins de 4 ans d'expérience, c'est pas possible, c'est pas compatible. Et un accompagnement très fort du leadership, ça aussi, ça demande pour mettre en place et itérer, nombreuses itérations, demande quand même un leadership ou un middle management qui soit très présent pour accompagner, pour expliquer et du temps donc sur la pédagogie, sur l'itération. Également important de bien définir les termes. En fait, il y a eu dans la façon dont on a mis en place, peut-être certains moments où on aurait pu itérer un peu plus rapidement, en tout cas être peut-être plus strict sur les termes et la manière d'utiliser la méthode. Et donc, il y a des mauvaises habitudes un peu qui se sont mis en place par moment et sur lesquelles on se rend compte que c'est difficile de défaire et de changer les habitudes. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est d'être assez intransigeant sur la mise en place et sur l'utilisation des termes de la méthode pour s'assurer d'une bonne appropriation et éviter voilà, les déconvenus et éviter de perdre du temps et beaucoup d'efforts après pour défaire. Et un petit peu le bilan, du coup, à date sur chez nous ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, vraiment la grande différence, c'est qu'on a vraiment le produit qui est au cœur de la stratégie. Avec donc maintenant on a un recul de 2 ans de shape-up. On a réalisé cette année le budget, donc ça avait déjà été fait un peu par le passé, mais il y a très longtemps. Là vraiment, on a bossé côté produit sur le budget 2024, donc en estimant les impacts produits. Donc on n'est plus uniquement un centre de coût, ce qui était un peu vu comme tel. Les équipes sont plus vues comme un centre de coût, mais aussi comme un centre d'impact et de business. Donc vraiment cette démarche héroïste, elle porte ses fruits. On a 8 équipes maintenant, 8 impacting, qui sont toutes focus sur des enjeux clés. Donc il y a un vrai alignement, on est persuadé qu'elles sont toutes sur les bons enjeux et il n'y a pas de débat du coup dessus. Donc ça c'est quand même très rassurant. On a eu des résultats aussi tangibles d'augmentation sur nos enjeux principaux, notamment sur le SEO, sur le volume de leads, sur la partie
Sur voilà, nos différents enjeux, on a eu des résultats tangibles et qui permettent aussi de tangibiliser bah, cette notion d'ROI et l'investissement qu'on fait. On a pu aussi identifier des opportunités clés grâce au Shape. Ces deux éléments, les résultats et les opportunités, bah, nous ont permis de créer cette année deux nouvelles Impact Teams. Donc une qui est une Impact Team temporaire, donc c'est un nouveau modèle qu'on a testé là sur ce semestre pour aller adresser bah, un de nos marchés clés qui est le marché allemand. Donc voilà, on a identifié voilà, un besoin et des opportunités et bah, maintenant on est capable de bah, mettre un investissement et grâce à cette méthode, de confirmer que bah, l'investissement, on a bien fait ou pas. Donc, on va pouvoir faire justement le bilan de cette équipe. Et donc, ça m'a au dernier point qui est vraiment le calcul du ROI sur lequel bah, on est encore en WIP. Chaque équipe, on tend à ça, mais c'est pas encore ça. Mais avoir voilà, être capable de calculer le ROI de chaque équipe et justement de pouvoir justifier l'année suivante des budgets et d'avoir des choses tangibles pour argumenter. J'étais en mute, désolé. Donc, juste pour terminer, si on avait 5 questions peut-être à vous poser, vous, si vous souhaitez adopter ShapeUp. Le premier, peut-être le plus important, c'est quel est votre objectif? Ça sera pas étranger comme question à n'importe quel profil produit, mais qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire en adoptant cette méthode? Êtes-vous prêt à bah, mettre en place et à respecter ces contraintes? Est-ce que vous êtes capable d'aligner l'entreprise derrière cette décision? On l'a vu dans le cas d'Evaneos, il y avait un support, il y avait une volonté du management. C'est quand même une méthodologie que si on l'applique soit par morceaux ou dans son entièreté, elle a un impact fort. J'ai vu des questions aussi sur les attentes des stakeholders, donc il faut vraiment que tout le monde soit on board. Et enfin, est-ce que bah, vous avez les profils produits derrière pour permettre cette autonomisation, pour vraiment utiliser la méthodologie à son plus haut potentiel, à travers notamment, enfin, cette dernière question, l'autonomisation des équipes. Et ça, c'est un mode de management aussi. C'est est-ce que vous êtes prêt à autonomiser vos équipes, à leur donner vraiment la responsabilité et l'autonomie suffisante pour fonctionner en shape. Donc voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Il y a eu plein de questions avec grand, grand plaisir pour y répondre si on a le temps. Ouais, et je crois qu'il y avait aussi, euh, vous vouliez aussi partager le fait Ouais, que vous êtes en pleine période de recrutement de exactement. lead product, manager et designer, toi Sarah chez Evaneos, Ouais, complètement. et que Julien, tu avais aussi l'opportunité d'échanger sur les questions de problématiques d'orga, de culture ou de performance produit. Euh, Merci beaucoup, franchement, pour cette presse. C'était vraiment dense. Il y avait beaucoup de choses. On aurait pu prendre 1 heure et demie. Là, on va être très, très short. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de continuer à poser vos questions dans le chat. Et nous, on va vous donner du travail supplémentaire, Sarah et Julien, mais c'est de votre faute. Vous avez dépassé le temps. Donc, on va vous donner du travail supplémentaire. On va vous envoyer les questions et vous laisser, bah, si vous le voulez bien, y répondre pour qu'on puisse faire la navette avec les intervenants. Également, avec les participants, pardon. Également, ce qu'on va faire, c'est balancer les replays sur donc notre chaîne YouTube où il y a déjà une centaine de super replays, de super talks, ainsi que bah, les slides et si vous voulez les partager, évidemment, le template ShapeUp que vous avez produit pour ce talk. Euh, donc, je vous laisse continuer à mettre vos questions, à mettre vos remarques. Très très rapidement, en 30 secondes, nous, on a été ravis de vous accueillir. Il y a 1 mois, un peu moins maintenant, on a balancé une grosse étude de salaire, d'emploi et de practice dans le recrutement de profils product manager et designer.
et aux deux profils tech également. Et ce dont on s'est rendu compte, c'était que au-delà des stats, au-delà des chiffres, au-delà des salaires qui ont bougé, c'est surtout les pratiques de recrutement produit qui ont bougé. Et pour en avoir beaucoup parlé avec vous, Evaneos, avec Grace Mar, qui est âme chez vous, avec Sarah également, les pratiques ont beaucoup bougé dans l'évaluation des profils, dans les échanges qu'il peut y avoir, dans les salaires, dans les négociations, dans l'onboarding et ainsi de suite. Et du coup, on a voulu un peu mettre au goût du jour ce qui se fait très très bien en 2024 et on a lancé notre playbook de recrutement de profil product. Je vous laisse le télécharger si vous le souhaitez. On va vous mettre le lien également dans le chat. Il est vachement dense, il est vachement complet. Si c'est une question qui vous intéresse en ce moment, n'hésitez pas. Les autres playbooks vont arriver dans les prochains jours. Playbook de recrutement tech, playbook de recrutement data, playbook de recrutement design. Donc, restez alerte. Je vous invite à rester alerte sur ces sujets-là. Je reviens au talk. Laissez-nous un feedback, un retour, une note sur 5. C'est toujours très parlant pour les speakers. Est-ce que vous aviez un dernier mot à nous partager, Sarah, Julien, avant qu'on aille déjeuner? Bah, déjà, merci beaucoup pour tous les retours et toutes les questions. Je crois il y a plein de choses et plein de choses pertinentes, donc on va essayer d'y répondre après. Rapidement, du coup, on a voilà, deux postes ouverts hein, de lead product manager, donc côté B2B, donc qui est mon équivalent sur la partie B2B, et product designer sur la partie B2C. Donc, voilà, les annonces sont sur Welcome, donc n'hésitez pas si Ok, ça vous bah, moi parle. aussi, je voulais vous remercier tous déjà pour être venus si nombreux et puis merci à The Product Group pour nous donner l'opportunité de partager tout ça. J'espère qu'on fera d'autres talks, Mehdi, puisque j'ai plein d'histoires aussi à raconter avec d'autres clients. Et l'idée aussi, c'est bien sûr de répondre à toutes vos questions. Moi, j'en ai vu vraiment plein de pertinentes et si vous Ouais, il souhaitez y en avait adopter beaucoup. ce top, eh bien, voilà, sachez que ça se fait pas forcément dans son entièreté, ça peut se faire par bloc et soyez très au clair sur pourquoi vous faites ce changement. Canon. Merci à toutes, à tous. Bon appétit. Et puis, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures avec TPC. Merci. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.